Une femme disparaît sans laisser de traces. Il ne reste qu'une montre cassée et un jardin silencieux. Bienvenue à Minuit Mystère, je suis votre hôte Raphaël. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Vos messages apportent toujours un sourire. Merci d'être là. Commençons. C'était une matinée aussi douce et délicate qu'une tasse de thé en porcelaine. Le genre de journée de printemps qui faisait que même les habitants les plus maussades de St. Alderstone s'arrêtaient pour renifler les jacinthes qui fleurissaient près du mur du presbytère. Les oiseaux bavardaient avec une joie impénitente au-dessus des cottages recouverts de lierre, et les ruelles du village étaient balayées par une brise qui bruissait les haies et secouait doucement la rosée des feuilles de tulipes. Un tel matin, rien de sinistre n'aurait dû être possible. Miss Jane Marple, enveloppée dans son châle gris tourterelle, se promenait le long d'Ivy Lane, l'anse en osier de son panier reposant confortablement sur son bras. Elle s'arrêta devant le numéro 4, un cottage agréable, quoique quelque peu recouvert de lierre, qui appartenait à Miss Eloise Harding. Il n'y eut aucune réponse au léger coup qu'elle frappa. Aucun battement de rideau. Aucun tintement de tasse de thé ne venait du petit salon qui résonnait habituellement de bavardage le jeudi matin. Miss Marple pencha la tête. « Très différent d'Héloïse », se murmura-t-elle. Miss Harding, une gouvernante à la retraite à la voix vive et à la mémoire encyclopédique de la poésie victorienne, ne manquait jamais leur échange hebdomadaire de potins et de plantes vivaces. Qu'elle ne réponde pas à la porte, sans avoir prévenu au préalable, était curieux. La porte du jardin grinça derrière elle alors qu'elle entra. Elle contourna un fuchsia à moitié en pot et essaya à nouveau d'ouvrir la porte d'entrée, frappant un peu plus fort cette fois. Toujours rien. Le voisin d'en face, M. Dennis Newbury, est alors apparu. Un homme affable d'une quarantaine d'années, avec un penchant pour l'apiculture et le partage excessif. Il se tenait maladroitement, dans sa veste en tweed. Ses lunettes brillaient au soleil. « Miss Marple, appela-t-il. « Recherchez-vous également Miss Harding ?» Elle se tourna. « Aussi, Monsieur Newbury. » Il a traversé rapidement. « Oui, je suis passé plus tôt. Elle était censée apporter un pot de sirop d'églantier pour la petite fille de ma sœur. Une vilaine toux, mais les stores étaient défermés. Et personne n'a répondu. « L'avez-vous vue hier ?» demanda doucement Miss Marple, réorganisant déjà les faits dans son esprit comme des boutons dans une boîte à couture. M. Newbury s'est gratté la tête. Elle était au bureau de poste vers le milieu de la matinée. J'ai parlé avec Madame Cantry. Elle semblait tout à fait comme d'habitude, même si elle était un peu distraite. Miss Marple ne dit rien, se contentant de regarder pensivement les rideaux, désormais visibles par leur raideur dans l'air calme, comme s'ils n'avaient pas bougé de la nuit. À midi, les spéculations avaient déjà commencé. Madame Cantry, la maîtresse de poste, a affirmé que Miss Harding avait mentionné une lettre d'un cousin du Nord. Le révérend Mallory crut à la voir se diriger vers le bois près de l'Archcombe Hill cet après-midi même. Monsieur Phelps, le boucher, a juré qu'elle avait acheté une demi-livre de jambon fumé mercredi et qu'elle était, comme d'habitude, irritable à propos de la teneur en matière grasse. Mais à l'heure du thé, l'inquiétude s'était transformée en inquiétude murmurée. Miss Harding n'avait pas été revue depuis la veille. Sa chambre, vue à travers la baie vitrée par Madame Finch, sous prétexte de surveiller son chat, est restée impeccable. Le lit, selon les yeux plissés de Madame Finch, n'avait pas été dormi, ce n'était pas convenable. Ce soir-là, l'agent Redding s'est rendu à Ivy Lane et a été contraint de briser la serrure à la demande de la sœur d'Eloise, à qui on avait téléphoné à Surrey. Aucun signe d'effraction. Pas de chaise renversée. Son sac à main, ses gants soigneusement pliés, étaient posés sur la table du hall, à côté d'une seule boucle d'oreille, en or, et d'une fine enveloppe portant un seau de cire rouge. L'enveloppe était vide. Le lendemain matin, le village de St. Alderstone avait fermement déclaré sa disparition, et les théories coulaient aussi librement que la marmelade à la table du petit déjeuner Rose and Laurel. Elle est partie. Rejoindre un couvent,
déclara Madame Mortimer, derrière ses énormes aiguilles à tricoter. Il y avait toujours ce regard lointain dans ses yeux, comme si elle savait quelque chose que nous ignorions. « C'est nul », aboya le colonel Withers en essuyant sa moustache avec sa serviette. « Cette femme n'abandonnerait pas un chéri sec pour Dieu lui-même. Enlèvement, plus probablement. Ou chantage. Ma cousine Nelly dit que des femmes comme celle-là se retrouvent parfois dans la mauvaise fréquentation tard dans la vie, murmura la jeune Clara Finch. Il y a un homme impliqué, je parierais n'importe quoi. Miss Marple, qui avait tranquillement pris son thé dans un coin, plia sa serviette et la plaça avec soin à côté de son assiette. Elle était déjà passée devant Ivy Lane ce matin-là et avait remarqué l'empreinte particulière d'un talon dans l'accotement près de la porte du jardin. L'empreinte était petite, comme celle d'une chaussure de femme, mais il y avait quelque chose dans l'angle, brusque, incertain, qui la déstabilisait. Plus troublant encore avait été l'aperçu de la cage à oiseaux vide dans le salon d'Héloïse. Pendant des années, une perruche bleue nommée Shelley avait été la compagne la plus proche d'Éloise Harding, souvent entendue gazouiller au rythme de ses récitations de Tennyson. La cage était là, la petite balançoire se balançant doucement, mais aucun signe de Shelley. Les gens quittent rarement la maison sans leur oiseau. Cet après-midi-là, Miss Marple était assise dans son jardin avec son tricot, les roses autour, d'elle commençant à éclater avec la promesse de l'été. Elle sirota son thé et réfléchit non seulement à la disparition, mais aussi à une centaine de petites choses que d'autres n'auraient peut-être pas jugées importantes. L'oiseau disparu, le jambon intact, le seau de cire sans contenu et le fil égaré sur le pas de la porte de Miss Harding, un fin filament argenté, très différent de tout ce qu'Éloise porterait. Elle pensait aussi à la façon dont Héloïse avait parlé la semaine précédente, lorsque le sujet du vieillissement avait été évoqué pendant leur thé. Je me demande, parfois, Miss Marple, combien de vies nous vivons dans une seule vie. Parfois, il semble qu'on n'a pas tout à fait fini la première quand une seconde commence. Miss Marple avait, à l'époque, considéré la remarque comme légèrement poétique, peut-être teintée de regret. Maintenant, elle pensait que cela ressemblait plus à une prémonition. Au fond du jardin, un oiseau chantait un air gazouillant. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. Le lendemain, au milieu de la matinée, le murmure paisible de la vie du village était devenu fragile et tendu. Les conversations dans la boulangerie se réduisirent à des chuchotements urgents lorsque la cloche au-dessus de la porte sonna. Chez le marchand de légumes, Madame Lamb avait complètement arrêté de peser des pommes. Elle était bien trop occupée à raconter pour la 6e fois ce matin-là son observation d'une étrange automobile, agarrée près de l'ancien presbytère à peine 2 jours auparavant. C'était vert, a-t-elle insisté auprès d'un monsieur Thornley sceptique, qui tentait de payer 2 rutabagas et un navet. Une de ces choses modernes, avec une sorte de grondement, sort, et des fenêtres sombres. Très suspect. J'ose dire que c'était quelqu'un de Much Hatterley en visite, a déclaré M. Thornley. Ce n'est pas un crime de traverser le village en voiture. Le menton de Madame Lamb se releva. Eh bien, quelqu'un devrait dire à la police que Miss Harding n'a pas disparu dans les airs. La question de savoir si Miss Éloise Harding était partie de son propre gré ou si elle avait été emportée par des forces plus obscures était devenue une question très controversée. Ceux enclins au drame, parmi eux les jeunes Miss Finch et Madame Mortimer, étaient fermement dans le camp des enlèvements. D'autres, comme le révérend Mallory et sa femme, penchaient pour une crise émotionnelle privée, peut-être une dépression nerveuse provoquée par l'âge ou la solitude. L'agent Redding, un jeune homme trapu au caractère douloureusement sincère, s'était rendu 2 fois de plus à Ivy Lane. Bien qu'il ait admis à M. Barnes, autour d'une pinte et d'une tarte, qu'il était hors de lui avec ce genre de choses. Il n'y avait eu aucun signe de lutte, pas de vol, aucune remarque, aucune autre communication, seulement l'absence. Et l'absence, pensait Miss Marple en arrosant ses roses, pourrait être aussi forte qu'un cri
si l'on écoutait correctement. Plus tard dans la journée, Miss Marple a fait une douce enquête au bureau de poste sous prétexte d'acheter de nouvelles cartes de correspondance, les bleus pâles, ma chère, avec les myosotis. Madame Cantry, toujours désireuse de discuter des affaires du village, n'était que trop heureuse de satisfaire sa curiosité. « Oh oui, Miss Harding était ici mercredi matin. Elle m'a apporté une lettre avec un cachet de cire assez fin, rouge, épais comme de la confiture, d'apparence étrangère. On m'a demandé si je connaissais les frais de port pour la Belgique. » Madame Cantry fit une pause dramatique, puis se pencha. « En Belgique, remarquez, ce n'est pas là que vit sa cousine, elle est près de Skipton. » « A-t-elle mentionné le destinataire ?» demanda Miss Marple en sélectionnant soigneusement ses articles. « De papeterie ? Non, mais elle avait l'air un peu rouge, pensai-je, et elle avait ses gants dans les mauvaises mains. Des petites choses, vous savez, bizarres pour Héloïse qui était habituellement très pointilleuse. » Miss Marple hocha lentement la tête. Elle avait appris, au cours de sa vie, que les plus petites erreurs des gens révélèrent souvent leurs distractions les plus pressantes. Un mauvais gant pourrait en dire long. De la poste, elle se dirigea vers le cimetière, passant devant le monument aux morts et le vieux châtaignier qui portait encore une légère cicatrice d'un coup de foudre il y a 10 ans. Le banc près du Lychgate était occupé par 2 personnages familiers, Miss Letitia Pembroke et Miss Edna Clay, des célibataires aux convictions religieuses fermes et à l'appétit sans limite pour le scandale. Miss Marple lui offrit un salut cordial. « Oh, Jeanne, » dit Laetitia en tapotant le banc à côté d'elle. « Venez vous asseoir un moment. Nous parlions justement de la pauvre Miss Harding. C'est une chose tellement épouvantable, » ajouta Edna, ses mains fines étroitement repliées sur ses genoux. « Disparaître à son âge. On s'inquiète pour le cerveau, n'est-ce pas ?» Laetitia se pencha plus près. « Mais entre vous et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'un peu théâtral chez Héloïse. De cette façon, elle a dû citer Browning dans la file d'attente des légumes. » Miss Marple eut un petit sourire. « Elle a toujours aimé le dramatique. »« En effet, » dit Edna. « Et tu sais ce qu'on dit des femmes comme ça. » Miss Marple haussa doucement un sourcil. « Vraiment ? Oh oui. Le mari de ma sœur avait un cousin, également célibataire, remarquez, qui a disparu une fois pendant 1 semaine. Il est arrivé à Glasgow avec un jeune homme et une boîte de foulards en cachemire. Tout un scandale. » Miss Marple a résisté à l'envie de s'enquérir davantage des foulards. Elle hocha simplement la tête, laissant les ragots se répandre dans la conversation, comme la fumée s'échappant d'une cheminée. C'était souvent dans ces bavardages inutiles que quelque chose de vrai se glissait. « Est-ce que l'un de vous l'a... »« Vers mercredi ?» demanda-t-elle d'un ton doux. « Non, mais j'ai vu quelqu'un à sa maison, » dit Laetitia. « Vers 4 heures, peut-être. Une grande femme aux cheveux noirs. Je n'avais pas l'air local. Elle est sortie par la porte d'entrée assez brusquement et est montée dans une de ces horribles petites voitures. Elle a roulé dans Ivy Lane sans un regard en arrière. Le sac à tricot de Miss Marple bruissait alors qu'elle l'ajustait sur ses genoux. « L'avez-vous reconnue ?» elle a demandé. Laetitia secoua la tête. « Je ne l'ai pas fait, mais elle avait l'air de quelqu'un qui avait été pressé. Son écharpe était coincée dans la portière de la voiture, la pauvre chérie. Et vous dites qu'elle venait de la maison de Miss Harding. Elle a dû le faire. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange. Héloïse était toujours très pointilleuse avec les invités. C'était le genre de détail que Miss Marple classait tranquillement. Son esprit, tel un garde-manger parfaitement géré, gardait les choses en ordre, sachant qu'un objet égaré se révélerait avec le temps. Elle quitta les dames avec un chaleureux adieu et se dirigea de nouveau vers Ivy Lane, sans toutefois s'approcher de la maison. Au lieu de cela, elle s'arrêta, près de la haie au bout de la rue, remarquant le sol meuble et les légères traces de pneus. « 2, compta-t-elle. Un plus ancien, presque emporté par la rosée du matin, et un autre plus frais qui s'enfonçait dans la terre humide, avec des bandes de roulement propres et modernes. 2 visiteurs. Un à confirmer, un peut-être pas. »
Ce soir-là, au presbytère, une petite réunion eut lieu dans le salon. Le révérend Mallory avait invité quelques habitants de la ville pour discuter et prier, mais le véritable sujet de chaque phrase polie et lecture des Écritures était, bien sûr, Miss Harding. Miss Marple était assise tranquillement avec son thé et écoutait. Et une coïncidence si étrange, dit Madame Cantry, que la lettre n'avait aucun contenu. On pourrait penser que quelqu'un l'aurait fait. Remarquez si elle l'a laissé tomber après l'avoir scellé. Cela aurait pu être symbolique, a proposé Miss Clay, qui avait récemment commencé à assister à des cours de psychologie à Truro. Peut-être un appel à l'aide. Le colonel Withers grogna derrière une assiette de sablé. Il est plus probable que quelqu'un l'ait retiré. Une lettre interceptée, c'est un truc d'espion. Je ne serais pas surpris si des agents étrangers fouinaient partout avec toutes ces absurdités dans les journaux. Le révérend Mallory eut un petit rire. Ne tirons pas de conclusions aussi dramatiques, colonel. Il s'agit de Saint Alderstone, pas d'un roman de guerre. Mais Miss Marple, les yeux fixés sur sa tasse de thé, pensa tranquillement que le drame n'était pas exclusif au roman, et les agents étrangers n'étaient pas les seuls à pouvoir effacer les preuves. Qu'avait voulu dire Miss Harding dans cette lettre manquante? Et à qui? De retour à son chalet ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, son chat niché près de l'âtre. Une douce pluie commençait à tomber, frappant les vitres au rythme d'une horloge. Elle relut les quelques notes qu'elle avait notées dans son carnet de jardinage. Ses yeux s'attardèrent sur une ligne. Cage à perruche vide, porte déverrouillée. Les plus petites choses comptaient toujours, surtout ceux qui sont les plus facilement ignorés. Dehors, la pluie s'intensifiait. Quelque part au loin, un moteur de voiture résonnait faiblement. Un grognement étrange et grincheux sous le bruit de l'eau qui tombait. Miss Marple posa son stylo et se leva pour fermer les rideaux. La nuit avait de nombreux yeux. Elle le savait, mais elle aussi. Le lendemain matin, la bruine s'était levée, laissant Saint Alderstone lavé et scintillant sous un soleil pâle. Ivy Lane brillait doucement là où les flaques d'eau s'éclairaient entre les pavés, et le village se réveillait au bourdonnement de la vie ordinaire soigneusement superposée à des spéculations extraordinaires. Miss Marple, assise près de la fenêtre avec sa broderie, avait déjà décidé de faire une promenade tranquille près de la librairie, apparemment pour rapporter un exemplaire de Épouse et fille, mais en vérité passer inaperçue sur la place et écouter. Elle croyait fermement que les gens se révélaient souvent lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les écoutait. Alors qu'elle descendait High Street, son chemin la conduisit devant Fernley's, la petite brocante tenue par M. Alvin Bristow. Bristow, un homme maigre et nerveux ayant la fâcheuse habitude de chuchoter même en plein jour, avait tenté un jour de vendre à Miss Marple un baromètre cassé en prétendant qu'il avait appartenu à l'amiral Nelson. Elle sourit poliment, alors qu'il montait sur la marche, époussetant ses manches. « Bonjour, Miss Marple, dit-il en jetant un coup d'œil à gauche et à droite, avant de baisser la voix pour adopter le silence théâtral habituel. Ça fait du bruit ces derniers temps, hein? Des femmes disparues, des lettres mystérieuses. C'est comme une de ces séries radiophoniques que ma nièce écoute. Oui, cela a déstabilisé le village, répondit Miss Marple. Avez-vous reçu des appels inhabituels ces derniers temps? Ses yeux brillaient. C'est drôle que tu devrais demander. Là était quelqu'un d'étrange est arrivé il y a quelques jours. Grande dame, frappant. On aurait dit qu'elle appartenait à Londres. Je portais un de ces foulards violets drapés. Vous savez, le genre qu'on porte lors des lectures de poésie. L'aiguille de Miss Marple s'arrêta en plein air dans son esprit. Qu'est-ce qu'elle voulait? J'ai posé des questions sur les ensembles d'écriture antiques, dit-il, mais elle n'était pas vraiment intéressée. Elle regardait constamment la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la suive. Puis elle est partie sans rien acheter. A-t-elle dit où elle logeait? Il secoua la tête. Je n'ai pas dit grand-chose, sauf qu'elle viendrait chercher une promesse. Cryptique, hein? En effet, c'était le cas. Miss Marple le remercia et poursuivit son chemin, ses pensées avançant avec une précision tranquille. Recueillez une promesse. Ne pas remplir.
pas remboursé. Collecté. Il y avait là une implication de quelque chose de dû. Quelque chose n'est pas résolu. Plus tard dans la journée, alors qu'elle traversait le green, elle fut saluée par Miss Winifred Lane, qui enseignait le piano à la moitié des enfants du village et était connue pour ses opinions sévères sur la ponctualité et la posture. « Oh, Miss Marple !» dit-elle en soufflant vers elle dans un manteau de laine marron trop serré pour l'air doux. « Vous ne croirez jamais qui j'ai vu ce matin dans le bus pour Arlington. » Miss Marple fit une pause, doucement encourageante. « Dites-le. » Et, bien je ne pouvais pas en être absolument sûr, bien sûr, mais je parierais que c'était la nièce d'Éloise Harding. Camilla, je crois. Je ne l'ai pas vue depuis des années, mais je reconnaîtrais ce menton hautain n'importe où. Je pense qu'elle est descendue près de High Street. Elle portait une valise et avait l'air plutôt agitée. Miss Marple fronça les sourcils froncés. Camilla Gray, la seule relation connue de Miss Harding, était rarement mentionnée et rarement vue. La rumeur courait qu'elle était partie pour Londres dans des circonstances difficiles, une dizaine d'années auparavant. Après une dispute au sujet d'un testament et de brèves et scandaleuses fiançailles avec un avocat marié, la valise suggérait une arrivée et non un départ. L'intrigue, songea Miss Marple, s'épaississait d'heure en heure. Cet après-midi-là, le gendarme du village a finalement fait son appel officiel au cottage de Miss Marple. L'agent Redding, son casque poliment glissé sous son bras, avait l'air nerveux alors qu'il prenait le siège proposé près de l'âtre. Il remua son thé avec des tintements hésitants et s'éclaircit la gorge avant de parler. « Mademoiselle Marple, j'espère que vous ne trouvez pas cela inapproprié, mais j'apprécierais votre avis à ce sujet. Vous connaissiez bien Miss Harding. » « J'ose dire que je connaissais ses habitudes, » répondit Miss Marple avec un sourire serein, « et ses contradictions. » Redding hocha la tête. « Vous voyez, j'ai encore parcouru le cottage. Rien de nouveau n'est apparu. Mais cette lettre avec le sceau ne cesse de me déranger. L'enveloppe était vide et nous ne pouvons pas la retrouver. Aucune empreinte digitale sauf celle de Miss Harding, et nous avons trouvé autre chose hier. Une étiquette de bagage arrachée d'un sac, cachée derrière le porte-parapluie. Il lui passa une petite enveloppe de preuve. À l'intérieur se trouvait une étiquette en papier crème avec une ficelle cassée. Les initiales CG étaient écrites à l'encre bleue. Miss Marple l'a étudiée. « Camilla Gray, dit-elle, doucement. Tu penses qu'elle est impliquée? »« Je pense, répondit Miss Marple, qu'elle était ici. Reste à savoir si elle était avant ou après la disparition de Miss Harding. » Redding semblait avoir autre chose à demander, mais il s'abstint. Il termina son thé, la remercia abondamment et partit avec les mouvements raides d'un homme détenant plus d'incertitude que d'autorité. Miss Marple, de nouveau seule, retourna à sa fenêtre et regarda la rue. À 4 heures précises, une silhouette élancée portant un chapeau-cloche et un manteau bleu marine tourna dans Ivy Lane et s'arrêta devant le numéro 4. Elle resta debout un long moment, puis lentement, elle se tourna et se dirigea vers le cimetière. Le lendemain matin, un calme étrange régnait dans le village. Aucun nouveau développement n'avait été signalé et un timide sentiment de normalité avait commencé à retomber, comme de la poussière après un long remaniement. Mais Miss Marple avait déjà 3 longueurs d'avance. Elle a assisté à la vente de charité à la salle paroissiale cet après-midi-là. Un événement apparemment conçu pour collecter des fonds pour les réparations du toit, mais de manière plus réaliste. Une occasion pour les villageois de renifler les vieux draps des uns et des autres et de chuchoter sous les banderoles. Elle a fait une petite démonstration en examinant un sucrier fissuré lorsqu'elle a repéré la femme au foulard violet. Grande, élégante et clairement pas locale, la femme scrutait les tables comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Miss Marple la regarda engager une brève conversation avec Madame Vinton, la femme du boulanger, puis se diriger rapidement vers la porte comme si elle était insatisfaite. Elle la suivit lentement et sans intrusion, et la rattrapa au moment où la femme allumait une cigarette dehors, sur les marches de pierre. « Pardonnez-moi, »
dit doucement Miss Marple, mais je crois vous avoir vu plus tôt à Ivy Lane. La femme cligna des yeux. Ses yeux étaient gris pâles et perçants comme de l'ardoise. Oui, je rends visite à un ami. Mademoiselle Harding? L'expression de la femme changea à peine. Non, une affaire de famille. Je vois. Eh bien, pardonnez. La curiosité d'une vieille femme, dit Miss Marple en croisant calmement les mains. Mais il y a peu de secrets dans un village comme celui-ci, et je crois que c'est vous qui avez été vu quitter le cottage de Miss Harding mercredi après-midi. La femme se raidit, puis expira. Je m'appelle Vera Cresswell. Je était une amie de Miss Harding. Puis-je vous demander quand vous l'avez vue pour la dernière fois? La femme a hésité, puis a déclaré. Mercredi matin, nous avons eu un désaccord. Elle m'a demandé de partir, je l'ai fait. Miss Marple inclina la tête. Avez-vous emmené Shelley? Vera Cresswell parut prise au dépourvu pour la première. Foi, la perruche, dit doucement Miss Marple. Il a disparu aussi. Non. Bien sûr que non. Pourquoi le ferais-je? En effet. Pourquoi le ferais-tu? Ce soir-là, alors que la cloche de l'église sonnait 7 heures, Miss Marple s'assit une fois, de plus devant sa cheminée bien rangée, tricotant des rangées lentes et délibérées. Son esprit revint à la cage à oiseaux vide, au seau de cire rouge, à l'étiquette de bagages cassés et maintenant à un nom, Vera Cresswell. Jusqu'à présent, chaque nouvelle pièce ajoutait du poids plutôt que de la clarté. Mais le poids pourrait être révélateur en soi. Quelque chose faisait pencher la balance. Pas fort, pas évidemment. Mais ça suffit, il y avait un secret ici. Elle pouvait le sentir. Pas simplement une disparition, une tromperie. Et comme toutes les tromperies, il y avait une couture, un coup, et la vérité éclaterait. Dimanche matin, les cloches de Saint-Edmund ont sonné dans Saint-Alderston, appelant les fidèles à la prière et les curieux à chuchoter. Les bancs étaient plus remplis que d'habitude, non pas parce que davantage d'âmes cherchaient à l'absolution, mais parce que davantage Dieu cherchait des indices. Miss Marple est arrivée tôt et a pris sa place habituelle, le 3e banc en partant de l'avant sur le côté gauche, où l'acoustique était douce et la vue sur la congrégation dégagée. Alors que le révérend Mallory commençait son sermon sur la patience dans des temps incertains, le regard de Miss Marple se déplaçait doucement sur les visages de la nef. Vera Cresswell était là, assise près du fond, son écharpe violette remplacée par un manteau gris classique. Elle baissait la tête lorsque cela était nécessaire, joignait les mains avec une assurance exercée, mais ses yeux erraient, instables, jamais vraiment au repos. Elle n'était pas de ce village, pensa Miss Marple, et elle ne comprenait pas à quel point le village était la regardant. Quelques bancs plus loin, Miss Winifred Lane était assise, son livre de cantiques fermement serré, mais sa posture trahissait son anticipation. Ses yeux se tournèrent encore et encore vers le bout de l'allée où Camilla Gray venait d'entrer. Vêtue d'un costume vert soigné qui la faisait ressembler plus à une gouvernante qu'à une invitée. Miss Marple a noté que Camilla évitait complètement le regard de Vera. C'était révélateur, non pas dans ce que cela disait, mais dans ce que cela confirmait. Ils se connaissaient et ils ne s'étaient pas rencontrés. La question, bien entendu, était de savoir pourquoi. Après le service, les villageois se sont répandus sur le green en groupe, comme des moutons libérés d'enclos ordonnés. Des conversations surgirent sous les branches nues des châtaigniers. D'abord sur le sermon, puis rapidement sur le sujet plus profane de la disparition de Miss Harding. Elle n'était pas du genre à disparaître volontairement, marmonna. Le colonel Withers a une Madame Cantry réticente. Toutes ces années d'enseignement, de discipline, vous savez, elle ne serait pas partie comme ça. Quelqu'un est venu la chercher, je parie. Miss Marple, debout à côté des parterres de fleurs, une main gantée sur son sac à main, a entendu une conversation d'un autre genre juste derrière la sacristie. « Elle invitait moi », disait Camilla Gray, d'un ton bas et hérissé. Ce n'était pas une embuscade.
Je suis venu parce qu'elle demandait moi de le faire. La réponse de Vera Cresswell fut plus froide, et pourtant elle n'a jamais parlé de toi. Pas une seule fois. Curieux, tu ne trouves pas? Miss Marple ne tourna que légèrement la tête. Aucune des deux femmes ne savait qu'elle écoutait, et aucune ne semblait encline à baisser davantage la voix. « Je ne suis pas venu ici pour me battre avec toi, » dit catégoriquement Camilla. « Je suis venu parce que je pensais qu'Éloise voulait arranger les choses. »« Elle l'a fait, » a déclaré Vera. « Mais pas avec toi. » Leurs pas s'éloignèrent. Descendirent le chemin de gravier menant à la porte, laissant Miss Marple avec un curieux pressentiment. La visite était donc planifiée, après tout, et ça ne s'était pas bien passé. Cet après-midi-là, Miss Marple a rendu visite à Miss Winifred Lane, qui vivait dans un cottage mitoyen rempli d'instruments soigneusement accordés et d'un nombre impressionnant de napperons au crochet. Winifred était d'humeur agitée, comme en témoigne la façon dont elle accordait et réaccordait son piano droit pendant leur conversation. « Je les ai vus, » dit-elle, les doigts sur les touches en ivoire. À l'extérieur de la chapelle, ils se disputent comme des écolières ordinaires. C'est tellement inconvenant, et aucun d'eux ne semble particulièrement contrarié par Miss Harding à mon avis. Ils étaient tous les deux assez proches d'elle autrefois, n'est-ce pas? Demanda Miss Marple. Winifred appuya sur une corde mineure. Camilla a vécu avec elle pendant environ 1 an il y a des années, après la mort de ses parents. Ils ne s'entendèrent pas. Trop semblables, peut-être. Tous deux fiers, tous deux secrets. Héloïse n'en parlait pas beaucoup. Et Vera? Oh, elle faisait partie de ses amis de guerre. Ils se sont rencontrés à l'époque des volontaires ambulanciers, liés aux soldats blessés et aux cigarettes, j'imagine. Mais je ne l'ai jamais aimée. Toujours trop douce, trop polie. Est-ce qu'elle nous rendait visite souvent? 2 fois dont je me souviens. Toujours laissé un peu de tension dans son sillage. Miss Marple hocha la tête. « Tu es très perspicace. Winifred. » Le visage de Winifred s'adoucit légèrement. J'essaie d'écouter entre les notes. Ce soir-là, l'agent Redding est retourné à Ivy Lane avec un sergent de la force du comté. Les rideaux s'agitèrent tout le long de l'allée lorsque les 2 agents entrèrent dans le numéro 4 avec une petite valise et des expressions déterminées. Miss Marple ne regardait pas depuis sa fenêtre. Au lieu de cela, elle a préparé un pot de scellant et a récupéré un dossier sur son petit bureau à plateau roulant. À l'intérieur se trouvaient des notes. Elle ne les a jamais appelées ainsi. Bien sûr, juste des observations. Une liste de détails, anodins en eux-mêmes, mais placés les uns à côté des autres, avec beaucoup de soin. Cage à oiseaux vide, porte ouverte. Seau de cire rouge sans contenu, étiquette de bagage avec les initiales CG cachées derrière le porte-parapluie. Héloïse vue pour la dernière fois au bureau de poste, gants aux mauvaises mains. Vera vue quitter le chalet, son foulard coincé dans la porte. Camilla a prétendu avoir été invitée, Vera le nie. Aucune trace d'effraction, mais le sac à main et les gants d'Héloïse laissés sur place. Et encore une note légèrement écrite au crayon. Héloïse a dit un jour, « Les vieilles promesses sont comme des épines. Plus vous les ignorez, plus elles pèsent lourd. » Elle se souvenait clairement de ce moment maintenant. C'étaient des dahlias impassibles, et Héloïse l'avait dit avec une pointe d'amertume. Miss Marple posa le dossier et laissa son esprit vagabonder vers une autre conversation, une conversation plus calme, datant d'il y a des mois, avec Madame Finch. Elle gardait tous ses papiers importants dans une petite boîte en laiton, avait expliqué la gouvernante. Ne laissez personne s'en approcher. Elle l'appelait l'arche du passé, la boîte en laiton. Il n'avait pas été trouvé, et d'après l'expérience de Miss Marple, les boîtes manquantes comptaient souvent plus que celles découvertes. Le lendemain, Miss Marple a pris le thé, avec la femme du vicaire, et a mentionné avec désinvolture qu'elle envisageait de refaire ses jardinières. Peut-être quelque chose qui traîne comme des capucines. Madame Mallory gloussa d'un air approbateur. « Oh oui, ce serait charmant. J'ai quelques boutures que vous pourriez prendre, même si elles proviennent d'Éloise, vous savez. J'ai toujours eu le sens de la structure.
Miss Marple sirota son thé. « Saviez-vous si elle a déjà réécrit son testament? Elle l'a mentionné une fois en passant. » Madame Mallory pinça les lèvres. « Je crois qu'elle l'a fait. Au moins, elle a dit qu'elle avait l'intention de... quelque chose pour se faire pardonner. Mais c'était il y a plusieurs mois. Personne n'en a plus entendu parler. » Modifie, point le mot revint encore, et cette fois il s'attarda. Héloïse Harding avait convoqué 2 personnes de son passé, qui avaient toutes 2 des motifs d'amertume, l'un issu d'un désaccord familial, l'autre d'un lien forgé dans un devoir partagé et éventuellement une culpabilité partagée. Miss Marple jeta un coup d'œil par la fenêtre du presbytère vers la jolie rangée de cottages bordant Ivy Lane. Quelque part parmi eux se trouvait la clé, et pas forcément dans une boîte verrouillée, mais peut-être dans un piano. Ce soir-là, elle rendit visite à Miss Winifred Lane, apportant cette fois un petit pot de marmelade et une demande parfaitement inoffensive. Winifred aurait-elle la gentillesse de jouer quelque chose d'apaisant? Un nocturne, peut-être? Winifred était ravie. Pendant que ses doigts bougèrent sur les touches, Miss Marple écoutait non seulement la musique, mais aussi la hauteur, la pression, la résonance. Au deuxième passage d'une phrase de Chopin, Miss Marple se leva et marcha lentement derrière le piano. « Winifred, chérie, dit-elle gentiment, puis-je regarder derrière l'instrument? Je crois que quelque chose est tombé en dessous. » « Oh, bien sûr, attention à la poussière. » Miss Marple s'agenouilla délicatement, et comme elle l'avait soupçonné, trouva un espace creux sous les pédales, juste assez profond pour cacher une petite boîte. Les cuivres brillaient faiblement dans l'ombre. Elle se releva avec l'objet dans ses mains. Winifred haleta. « Bon Dieu, c'est la boîte d'Héloïse. Elle l'avait avec elle lors de sa dernière visite. Elle a dit qu'elle contenait des affaires inachevées. Je pensais qu'elle l'avait ramenée à la maison. » Miss Marple l'a ouvert. À l'intérieur, soignée et pliée, se trouvaient plusieurs lettres, une adressée à Camilla, une à Vera et une sans nom, simplement marquée. « Si quelque chose m'arrive. » Miss Marple ne les a pas lues là-bas. Elle rapporta la boîte à la maison où le feu crépitait doucement et où la pièce était remplie d'un parfum de romarin et de vieux papier. Avec précaution, elle ouvrit la dernière lettre. Ses yeux parcouraient régulièrement la page, et quand elle eut fini, elle croisa les mains et murmura doucement « Voilà donc la forme. » Il n'y avait eu aucun accident, pas d'étranger dans la nuit. Il ne s'agissait pas d'une disparition, c'était un compte à rendre. Et bientôt, le village apprendrait ce qu'Héloïse Harding avait enfin tenté de corriger. Le matin s'est levé sur St. Alderston dans un silence pâle, comme si le village lui-même sentait qu'il était sur le point d'être découvert. La brume s'accrochait aux haies, hésitant à se séparer de la terre, et la fumée des cheminées s'élevait lentement, s'enroulant dans l'air immobile. Mais dans la maison de Miss Marple, sur Old Mill Lane, il y eut un mouvement silencieux, une théière réchauffée, des enveloppes disposées et une boîte en laiton maintenant déverrouillée, reposaient sur la table comme une clé laissée ouverte. Miss Marple, après en avoir lu le contenu 3 fois pendant les heures calmes de la nuit, sélectionna maintenant 2 des lettres, celles adressées à Camilla et Vera, et glissa chacune d'elles dans une nouvelle enveloppe crème. Il n'y avait pas encore besoin de chaînes officielles. Certaines questions, pensait-elle, étaient mieux abordées face à face, surtout lorsque la vérité apparaissait sous ses vêtements les plus anciens et les plus pointus. La culpabilité, la trahison et le lourd silence du passé. Vers 9h30, elle marchait le long d'Ivy Lane enveloppée dans son habituel châle gris, toujours aussi discret. Sa destination, le lodge près du Green où Camilla Gray avait élu domicile temporairement dans une petite chambre à l'étage. Camilla ouvrit la porte avec une expression prudente, même si sa voix resta polie. « Mademoiselle Marple, je ne m'y attendais pas. Est-ce que quelque chose ne va pas? »« Rien d'immédiat, ma chère, mais quelque chose de vieux, » répondit Miss Marple en offrant un doux sourire et l'enveloppe. « Je crois que ceci vous était destiné. Il a été trouvé parmi les affaires. »
De Miss Harding. Camilla regarda l'enveloppe comme si elle lui avait brûlé les doigts. Son écriture, murmura-t-elle, je le saurai n'importe où. Peut-être préféreriez-vous le lire seul. Elle hocha la tête et s'écarta. Oui, s'il vous plaît, entrez si cela ne vous dérange pas. La chambre était simple mais bien rangée. Un petit vase de violettes se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Miss Marple s'assit près du feu, tandis que Camilla, légèrement tremblante, s'assit au bureau et ouvrit l'enveloppe. Le silence s'étira. Les yeux de Camilla bougèrent d'abord rapidement, puis ralentirent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent une fois comme pour parler, mais elle ne dit rien. Lorsqu'elle atteignit la dernière ligne, sa main resta immobile sur le papier pendant plusieurs secondes. Finalement, elle plia la lettre avec un soin délibéré et la plaqua à plat sur ses genoux. Elle essayait de faire la paix, a déclaré Camilla, la voix cassante. Et je ne lui ai jamais laissé l'occasion. Miss Marple ne dit rien. Ce moment ne lui appartenait pas. Camilla a poursuivi, elle a écrit à propos de ses regrets, qu'elle m'a traité comme une responsabilité plutôt que comme une personne, qu'elle craignait d'avoir laissé une vieille amertume obscurcir son jugement, surtout après la mort de mon père. Elle pensait que je lui en voulais de m'avoir déshérité. « As-tu » demanda doucement Miss Marple. Camilla eut un rire amer. « À l'époque, oui, mais pas pour l'argent, pour le message que cela envoyait, que je ne méritais pas confiance, qu'elle pensait que j'allais devenir comme ma mère, frivole, instable. Elle n'a jamais pardonné à mes parents la façon dont ils vivaient, et je pense qu'elle ne m'a jamais pardonné d'être leur fille. Mais quand même, tu es revenu ?» Elle me l'a demandé. La lettre disait qu'elle voulait parler face à face. Elle disait qu'elle avait quelque chose à me proposer, quelque chose à régler. Camilla se tourna les yeux mouillés maintenant. « Mais je ne l'ai jamais vue. Elle était partie au moment où je suis arrivé. »« Tu es sûr de ne pas l'avoir vue ?»« Du tout ?» Camilla hésita. « Non, j'ai frappé. La porte était déverrouillée. Son sac et ses gants étaient sur la table. Mais la maison semblait vide. J'ai attendu près d'1 heure. Puis je suis parti. »« Avez-vous pris quelque chose ?» Camilla se raidit. « Bien sûr que non. »« Je ne veux pas accuser, ma chère, » dit doucement Miss Marple. Mais la vérité a la curieuse habitude de faire surface que nous nous y préparions ou non. Camilla détourna le regard. J'ai pris le foulard. Le mien était trempé et le sien pendait là. Je ne pensais pas... Je ne voulais rien dire par là. Miss Marple ne fit aucun commentaire. Le geste semblait assez inoffensif, bien que négligent. Ce n'était pas l'action d'une femme coupable, mais peut-être celle d'une femme effrayée. Elle se leva. « Je vous remercie pour votre honnêteté, et je pense qu'Éloise le ferait aussi. » Avant de partir, Camilla l'attrapa par le poignet. « Pensez-vous qu'elle est morte ?» L'expression de Miss Marple n'a pas changé. Je pense que quelqu'un voulait qu'elle disparaisse. Que cette intention soit littérale ou symbolique, reste à voir. Cet après-midi-là, Miss Marple a rendu un 2e appel, cette fois à la petite maison d'hôte où Vera Cresswell avait élu domicile. La propriétaire, Madame Hutchins, parut surprise de la voir. « Elle est dans le salon, » murmura-t-elle. « Il ne sort pas beaucoup. Il lit simplement le journal et fait de longues promenades. Du genre tranquille. » Miss Marple frappa et entra. Vera était assise près de la cheminée, un magazine de mode soigneusement plié sur ses genoux. Elle leva les yeux avec un détachement posé. « J'imagine que tu as aussi quelque chose à apporter, » dit-elle. Miss Marple lui offrit la 2e enveloppe. Vera l'ouvrit immédiatement et lut rapidement sans émotion visible. Quand elle eut fini, elle expira par le nez. « Héloïse a toujours été théâtrale, m'a-t-elle déclaré, même en guise d'excuse. Elle a mentionné votre amitié ? Oui, la guerre rapproche les gens d'une façon étrange. Nous avons été proches pendant un certain temps, peut-être trop proches, mais après, elle haussa les épaules. Nous avons fait des choix différents. Elle semble avoir essayé de vous laisser quelque chose, une part de la maison peut-être. C'est ce qu'elle a dit dans la lettre.
Comme si cela pouvait tout détruire. Miss Marple pencha la tête. Annuler quoi, précisément? Vera sourit légèrement. Nous nous sommes disputés il y a des années. C'était personnel. En fin de compte, tout est vrai, a déclaré Miss Marple. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, Miss Cresswell. La lettre qu'Éloise s'est laissée, sa lettre, si quelque chose arrive, mentionnait qu'elle avait prévu d'officialiser ces changements. Mais elle craignait que quelqu'un essaie de l'en empêcher. Le sourire de Vera disparut. Elle avait peur, a poursuivi Miss Marple. Pas hystérique, pas confus, délibéré. Elle a laissé des instructions, pas pour la justice, mais pour clarté. Elle voulait que la vérité soit connue si quelque chose lui arrivait. Vera se leva brusquement. « Alors tu penses que quelqu'un a fait quelque chose pour elle? Je pense que quelqu'un a essayé d'empêcher que quelque chose soit dit, ou modifié, ou donné. » Vera se dirigea vers la fenêtre et regarda par-dessus les toits. Il y a des gens qui vivent dans la peur des versions passées d'eux-mêmes, qui sont prêts à tout pour garder certaines portes fermées. Mais Héloïse, elle a toujours eu le don de les ouvrir au pire moment. Miss Marple se leva également. « Tu crois que quelqu'un l'a fait taire? Je crois, dit Vera toujours face à la fenêtre, que les secrets ne restent jamais enfouis, pas dans un endroit comme celui-ci. » Miss Marple la regarda encore un moment. « Tu vas rester? »« Oui, au moins pour le moment. Je veux aller jusqu'au bout. »« Moi aussi. » Ce soir-là, alors que le soleil glissait derrière les collines, projetant de longues ombres oranges sur Ivy Lane, Miss Marple sortit de la boîte en laiton, la dernière lettre, celle marquée « Si quelque chose m'arrive ». Elle le relut lentement, absorbant chaque ligne avec la patience de quelqu'un habitué à entendre ce que les autres oublient. Puis elle sortit une feuille de papier propre et se mit à écrire, juste quelques noms, reliés par des lignes, comme « Chien filet lancé au ralenti ». Elle en a encerclé 3, Camille, Être et Dorothée Agneau, Madame Lambe, la femme du marchand de légumes. Le premier a évoqué la voiture verte. Le premier à prétendre n'avoir rien vu mais à tout proposer. Toujours debout juste en dehors du centre des choses. Toujours à regarder. Le stylo de Miss Marple s'arrêta. Il y avait un autre lien, évoqué au passage par Winifred Lane. Quelqu'un que Vera avait rencontré 1 ou 2 fois lors de ses visites. Quelqu'un qui semblait savoir où tout le monde se trouvait à tout moment. Quelqu'un qui se piquait de discrétion. Il était temps de réécouter, non pas les faits, mais les tons, pour entendre des confessions, des vérités réticentes et des silences trop éloquents. Et quelque part, au milieu de ces espaces calmes, se trouvait la réponse à la question que personne n'osait encore poser à voix haute. Qu'est-ce que Miss Harding avait découvert exactement avant de disparaître? Mardi matin, l'air au-dessus de St. Alderstone avait le mordant du début du printemps, et les nuages au-dessus se rassemblaient dans un silence patient, comme s'ils attendaient eux aussi que quelque chose se brise. Un changement, une confession, quelque chose d'inévitable. À 9h05, Miss Marple se tenait au coin d'Ivy Lane, ses mains gantées soigneusement repliées sur le creux de sa canne. Elle regarda Dorothy Lambe, une femme robuste, vêtue d'un cardigan couleur vieille moutarde, balayer les dalles devant l'étal de son marchand de légumes avec des mouvements courts et précis. Dorothy, connue pour sa mémoire exhaustive de « qui a acheté quoi et quand », avait été remarquablement prompte à montrer la voiture verte, mais étrangement réticente à donner plus de détails. En soi, c'était curieux. Miss Marple s'approcha, feignant un intérêt désinvolte pour la rhubarbe. « Bonjour, Madame Lambe. On dirait que vos camélias se portent à merveille. » Dorothy leva les yeux, les joues rouges. « Ah oui, un peu tard cette année avec tout ce gel, mais ils ont finalement décidé de se tenir bien. » Miss Marple ramassa une petite barquette de groseilles et les pesa dans sa paume. « Dites-moi, Dorothy, vous avez dit avoir vu une voiture verte la semaine dernière, le jour où Miss Harding a disparu. »« Je l'ai fait, » dit Dorothy, légèrement sur la défensive. « Mercredi, vers midi, garé près du Lychgate. Avez-vous vu quelqu'un dedans ?» Dorothée hésita. «
Je ne pouvais pas le dire. Éblouissement sur la fenêtre. Miss Marple hocha la tête et paya ses fruits. Et pourtant, tu savais que c'était la même voiture que celle dans laquelle Vera Cresswell est arrivée. Dorothy se raidit, ses yeux se plissant légèrement. Je suppose que je viens de supposer. Les hypothèses peuvent être très révélatrices, dit doucement Miss Marple. Mais pardonne-moi, j'ai toujours l'impression que tu remarques bien. Plus que ce que tu laisses entendre, Dorothy. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Mais le silence de la femme, tendu et étouffé, parlait d'un savoir détenu de longue date et peut-être récemment remis en question. Miss Marple continua, doucement. « Vous avez été la première à dire que la voiture était suspecte. Mais je me demande, étiez-vous la première à dire que la voiture était suspecte? Voir il, ou le premier à en avoir besoin expliquer il? » Les lèvres de Dorothy se sont amincies. « Vous suggérez quelque chose, Miss Marple. » Simplement. « Écoutez les silences, » répondit Miss Marple, « et le vôtre est devenu très bruyant. » Elle prit congé avec un sourire poli, mais alors qu'elle se détournait, elle perçut une lueur de malaise sur le visage de Dorothy, une émotion mal cachée derrière son extérieur stoïque. À midi, Miss Marple avait de nouveau rendu visite au révérend Mallory, lui demandant de son ton délicat habituel si l'Église gardait un registre des visiteurs. « Dans une certaine mesure, » dit-il en croisant les mains sur ses genoux. « Surtout si quelqu'un signe le registre des invités ou fait un don. » Sauriez-vous par hasard si Miss Harding a pris des dispositions avec la sacristie avant sa disparition? Le révérend fronça les sourcils. « À bien y penser, oui. Elle a demandé à utiliser la salle paroissiale pour jeudi matin. Elle a dit qu'elle organisait une petite réunion privée. Est-ce qu'elle a dit avec qui? Seulement que c'était de nature juridique. J'ai supposé que c'était son avocat. » Miss Marple pencha la tête. « Elle ne vous a pas dit qu'elle avait l'intention de modifier son testament? » Non, mais maintenant que vous en parlez, elle a demandé la clé de rechange du tiroir de la sacristie. C'est là que nous conservons les formulaires de témoins vierges pour la documentation juridique. L'a-t-elle récupéré? Elle l'a fait, et l'a rendu le même après-midi. Est-ce qu'il manque quelque chose d'autre, ou est-ce qu'il a été oublié? Le révérend fronça les sourcils. Eh bien, nous avons trouvé un morceau de papier parchemin déchiré dans la poubelle le lendemain, inhabituel. Cela ressemblait à une partie d'un acte ou d'un papier à en-tête. Et où est-il maintenant? Je crois que ma femme l'a jeté avec les déchets. Je suis terriblement désolé. Peu importe, dit doucement Miss Marple. Son absence est une réponse suffisante. De retour chez elle, Mademoiselle Marple a trouvé l'agent Redding qui l'attendait dans l'allée de son jardin, tripotant son cahier. Son attitude était désolée, mais ses yeux étaient alertes. « Mademoiselle Marple, a-t-il déclaré, j'ai reçu des nouvelles du siège du comté. Ils ont ouvert une enquête officielle. Quelqu'un a déposé une plainte concernant la falsification de documents juridiques. L'avocat de Mademoiselle Harding a confirmé qu'elle avait demandé à apporter des modifications à son testament. 2 nouveaux bénéficiaires, Vera Cresswell et Camilla Gray. Mais aucun document révisé n'a jamais été déposé. Elle avait l'intention d'exécuter le Nouveau Testament jeudi matin, a déclaré Miss Marple. Le lendemain de sa disparition. Redding parut surpris. « Et comment le saurais-tu » Elle l'avait organisé dans la salle paroissiale, avec des témoins. Le révérend Mallory l'a confirmé. Le connétable pâlit. « Vous pensez que le testament a été intercepté? Je pense que quelque chose de bien plus personnel s'est produit, dit doucement Miss Marple. Quelque chose enraciné dans un vieux ressentiment et une opportunité effrayante. Redding semblait incertain. Il n'y a aucun signe d'acte criminel. Pas de corps, pas de lutte. Et pourtant, une femme a disparu. Sa perruche a disparu. Sa dernière correspondance cachée. Sa seule déclaration légale restante cachée. C'est aussi une sorte de violence constable. Redding hocha lentement à la tête. Vous soupçonnez quelqu'un. Je soupçonne que 3 personnes en savaient plus que ce qu'elles avaient dit.
Mais une seule d'entre elles craignait ce qu'Héloïse était sur le point de rendre public. OMS, Miss Marple regardait son jardin. Celle qui savait qu'elle avait le plus à perdre, celle qui a toujours regardé depuis la marge, rarement remarqué, mais toujours là. L'agent Redding suivit son regard. Madame Lamb, Miss Marple ne dit rien, mais dans son silence, elle en disait long. Ce soir-là, au crépuscule, Miss Marple rendit une visite tranquille à Camilla. La jeune femme avait l'air épuisée, les épaules voûtées, les mains agitées. « J'ai pensé à quelque chose », dit Camilla sans saluer. « C'est à peu près ce jour-là. Quand je suis arrivé, la porte était déverrouillée, mais il y avait une légère odeur, comme quelque chose d'âcre, chimique. J'ai supposé que c'était du liquide de nettoyage, mais ça n'a pas persisté. » Miss Marple hocha la tête. « Une légère trace, mais significative. Vous avez mentionné qu'elle vous avait laissé quelque chose. » Camilla se leva et sortit un mince volume de son étui. C'était dans le tiroir de son bureau, celui de Tennyson. En mémoire. À l'intérieur, elle avait marqué un passage. Elle le tendit à Miss Marple. Miss Marple a lu « Nos échos roulent d'âme en âme et grandissaient pour toujours et pour toujours. » Elle l'avait souligné 2 fois, a déclaré Camilla. Il s'agit de conséquences, d'héritage. Miss Marple tenait le livre comme s'il s'agissait d'une confession. Elle voulait que la vérité résonne, même si elle ne pouvait pas la dire, à voix haute. Camilla regarda vers le feu. « Pensez-vous qu'elle est morte ?»« Je pense, » dit doucement Miss Marple. « Quelqu'un voulait qu'elle se taise avant qu'elle puisse parler à nouveau. Plus tard dans la nuit, alors que le vent balayait le village comme un ruban de suspicion, Miss Marple retourna dans son bureau et ouvrit ses notes. Elle ajouta 2 mots à côté du nom de Madame Lamb. Dette passée. Et à côté de ça, un lien de guerre avec Vera. Il était temps de tester une théorie. Et les théories, comme le poison, nécessitaient le bon mélange pour révéler leur objectif. Le jeudi après-midi est arrivé avec un ciel d'argent dilué, et même si l'air sentait légèrement la pluie, il s'est retenu. Trop curieux peut-être pour interrompre ce qui se déroulait à St. Alderston, Miss Marple a passé la matinée dans son jardin à cueillir des primes verts mortes, mais son esprit n'était pas tourné vers les fleurs. Chaque pétale coupé était une question marquée pour plus de clarté. Chaque feuille bruissante est un murmure du passé. En milieu d'après-midi, elle avait fini d'écrire 5 notes soignées sur du papier cartonné crème épaisse. Elle les a scellées dans des enveloppes assorties et a demandé au jeune Peter Country, le garçon de la maîtresse de poste, de les livrer. Chacune avait un ton identique. « Cher non, auriez-vous la gentillesse de me rejoindre pour une tasse? De thé dans le salon du presbytère aujourd'hui à 4h30? Il y a une question d'une importance discrète dont je serais heureux de parler en votre présence. Cordialement, Jane Marple. » Les noms: Camilla Gray, Vera Cresswell, le gendarme Redding, Miss Winifred Lane. Et Dorothy Lamb. Miss Marple est arrivée tôt pour préparant une tartinade modeste mais réfléchie, des scones nature, un gâteau aux graines, des biscuits au citron et 2 tasses de thé. Darjeeling et Earl Grey. La femme du curé, toujours aimable, lui avait laissé le soin de parcourir le salon pour l'après-midi et était sortie discrètement par la porte latérale. Le révérend Mallory lui-même s'était retiré dans la sacristie, sentant l'air de légers nuages d'orage se rassembler. À 16h26 précise, la porte s'est ouverte. Camilla Gray entra, suivie de près par Vera Cresswell, toutes 2 hochant poliment, la tête en direction de Miss Marple et prenant place près du foyer. À 16h28, Miss Winifred Lane est arrivée, l'air légèrement essoufflé, et a marmonné quelque chose à propos de l'horloge de l'école qui était en retard de 3 minutes. À 16h29, Dorothy Lamb est entrée. Son visage était illisible, ses cheveux bien épinglés, son cardigan inhabituellement formel, bleu marine foncé plutôt que ses nuances habituelles de brun et de jaune. Ses yeux parcoururent la pièce une fois,
atterrissant en dernier sur Miss Marple, puis, curieusement, sur Vera. L'agent Redding est entré exactement à 16h30, chapeau à la main, et a fait un signe de tête au groupe rassemblé avant de choisir une chaise près du chariot à thé. Miss Marple, sereine et sans hâte, servit du thé à tout le monde, offrit du sucre, du lait et du citron, et attendit que les tasses soient en main et que le bruissement des serviettes se soit calmé avant de parler. « Je sais que cette réunion peut sembler inattendue, » a-t-elle déclaré, « mais je crois qu'elle s'avérera utile. Vous voyez, j'ai passé ces derniers jours à essayer de comprendre non seulement le fait de la disparition de Miss Harding, mais ses formes. Et maintenant je pense que je peux en voir les contours. Personne ne l'a interrompu. Même le tintement des cuillères contre la porcelaine s'arrêta. Miss Marple a poursuivi. Nous savons qu'Eloise Harding a invité Camilla à St. Alderston, et nous savons qu'elle avait l'intention de modifier son testament pour inclure à la fois Miss Grey et Miss Cresswell comme bénéficiaires. Ce que nous ne savions pas jusqu'à récemment, c'est qu'elle craignait que cet acte ne provoque quelqu'un. Elle a laissé ça reposer. Je crois que Miss Harding a découvert quelque chose ces derniers mois, ou, plus précisément, rappelé quelque chose qui reliait deux personnes dans cette pièce. La tasse de thé de Dorothy Lamb s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Miss Marple la regarda doucement. « Madame Lamb, pendant la guerre, vous avez travaillé dans le même poste de volontaire dans le Dorset que Miss Cresswell, n'est-ce pas ?» Un moment de silence. Dorothy déglutit difficilement. « Oui, dit-elle finalement. Nous étions tous les deux stationnés à West Halford, en service d'ambulance. Vera ne dit rien, son expression illisible. Miss Marple hocha la tête. Et Miss Harding le savait. Dorothy expira. Elle l'a fait. Mais c'était il y a des années. Nous n'en avions plus parlé depuis. Non ? Demanda doucement Miss Marple. Pas même lorsqu'elle a appris l'existence du dossier de transfert du patient qui avait disparu la veille d'une audience disciplinaire. Cela a atterri comme un caillou dans un étang immobile. Tous les regards se tournèrent vers Dorothy. « Vous voyez ?» continua Miss Marple, sa voix égale comme un fil. « J'ai parlé avec un contact du War Records Office. Miss Harding leur avait récemment écrit, demandant un dossier sur un incident de patient impliquant deux transporteurs civils en 1865, mars 1944. Il y a eu une enquête, jamais résolue. » Vera regarda Dorothy, le visage tendu. La voix de Dorothy se brisa. « J'avais 19 ans. J'ai fait une erreur. Mais je n'ai pas... » « Vous avez pris le dossier, » dit catégoriquement Vera. « Vous m'avez dit qu'il avait été détruit lors du Blitz. Je... » « Avait-ta » murmura Dorothy. « Il vous aurait blâmé. J'ai entendu ce qu'il disait. Il pensait que tu étais distrait. L'homme a failli mourir, Vera. Je ne pouvais pas... » Miss Marple leva la main. « Mademoiselle Harding, je crois, a redécouvert cela au cours de ses affaires. Peut-être qu'elle n'a jamais connu toute l'histoire à ce moment-là, mais quelque chose l'a amenée à creuser. Et ce faisant, elle est tombée sur la vérité, ou suffisamment. Elle s'est tournée vers l'agent Redding. Une chose curieuse, la révision prévue du testament d'Eloise Harding a disparu. Mais pas du bureau d'un avocat. Il a disparu de la sacristie de l'église. Il avait été déchiré quelques heures seulement avant qu'elle ne le signe. Madame Mallory l'a jeté, sans en connaître la signification. Elle a dû la porter là-bas, marmonna Redding. Et quelqu'un l'a interceptée. Oui, dit Miss Marple. Quelqu'un qui avait accès à l'église et qui avait des raisons de craindre qu'un Nouveau Testament, en impliquant à la fois Camilla et Vera dans ses décisions passées, puisse attirer l'attention sur des secrets plus anciens et plus dangereux. Tout le monde était silencieux désormais. L'air avait changé. Miss Marple se tourna de nouveau vers Dorothy Lamb. « Vous avez vu la voiture, mais vous ne l'avez pas fait juste, tu l'as vu, n'est-ce pas? Vous étiez déjà au chalet. Vous étiez venu pour essayer de l'arrêter. » Les mains de Dorothy tremblaient légèrement. Elle a dit qu'elle allait tout écrire. « Mettez cela dans une lettre. Faites-en une partie du legs.
comme une confession finale. Elle a dit que nous ne pouvions pas avancer sans faire face à ce qui s'était passé. Mais j'avais une famille à protéger, une réputation, des gens. Confiance, moi. Vous n'avez jamais eu l'intention de lui faire du mal, dit doucement Miss Marple. Mais quelque chose s'est mal passé. Les yeux de Dorothy se remplirent. Elle était furieuse quand j'ai essayé de la raisonner. Elle m'a dit qu'elle avait déjà posté la lettre à l'avocat et qu'elle l'avait envoyée ce matin-là. Elle a dit que cela ne servait à rien d'essayer d'empêcher la vérité. Mais j'ai paniqué. J'ai pris sa cage, Shelley, et je lui ai dit qu'elle avait changé, qu'elle était devenue vindicative. Je ne lui ai pas fait de mal, mais j'ai quitté la maison en sachant que nous ne parlerions plus jamais. « Alors qui a fait l'affaire Terre ?» demanda Camilla, la voix tremblante. Miss Marple regarda Vera. Vera restait immobile. Puis, je suis allé à la maison cet après-midi-là. Je l'ai trouvée partie, mais la boîte en laiton avait été ouverte. Je l'ai prise, non pas pour cacher les lettres, mais pour les lire d'abord. Je voulais comprendre. Je pensais qu'elle essayait encore de nous manipuler. Et quand tu l'as lu, a demandé Miss Marple, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, a déclaré Vera. Elle voulait arranger les choses. Elle voulait la paix. Camilla la regarda. Vous pensez qu'elle est partie de son propre gré? Le visage de Vera était illisible. Je pense qu'elle savait que quelqu'un essaierait de l'arrêter, et je pense qu'elle avait prévu cela. Si elle partait, elle avait l'intention de le faire. Si elle était emmenée, elle laissait son histoire derrière elle. Miss Marple se tourna vers Reading. Il y a encore beaucoup à faire, mais je crois que Mademoiselle Harding a fait en sorte qu'une deuxième copie de ce testament révisé soit publiée ailleurs, peut-être à l'assistant du notaire, ou au bureau des archives de guerre. Elle n'était pas du genre à agir de manière impulsive. Reading hocha la tête. Je vais donner suite à la lettre. Et la perruche? Demanda doucement Winifred. Miss Marple sourit faiblement. Si Shelley se présente dans le Dorset, nous aurons notre réponse. Ce serait le genre de geste poétique que Miss Harding adorait. Le groupe resta assis en silence, s'occupant des nœuds qui avaient commencé à se démêler. Dehors, le ciel s'est ouvert et la pluie a commencé à tomber, douce et sans hâte, comme une absolution. La pluie qui avait commencé pendant la réunion du presbytère a continué toute la nuit, douce et implacable, comme si les cieux eux-mêmes nettoyaient St. Alderstone de vérités longtemps cachées. Au matin, l'air était chargé de pétrichor et les rues brillaient de flaques d'eau comme des miroirs du passé. Miss Marple était assise près de sa fenêtre avec une petite pile de correspondances devant elle et les restes d'un morceau de pain grillé sec soigneusement posé sur une assiette. Cependant, ses pensées n'étaient pas tournées vers le petit déjeuner, mais vers la lettre qu'elle avait reçue ce matin-là, une lettre qu'elle avait discrètement demandée au travers d'une enquête discrète auprès des archives de guerre. La réponse était arrivée plus tôt que prévu. Il a confirmé qu'Eloise Harding avait récemment contacté leur bureau d'archives. Elle s'était renseignée sur un incident de transport spécifique survenu en temps de guerre à West Halford, Dorset, en mars 1944, et avait demandé si le dossier personnel d'un Dorothy Ulamb n'avait jamais été modifié. Elle avait également demandé où se trouvait une ancienne superviseure, mademoiselle Lillian Earnshaw, et demandé si des déclarations de témoins survivants figuraient au dossier. Mais ce qui attira le plus l'attention de Miss Marple fut la dernière ligne de la lettre. L'enquêteur a en outre demandé notre aide pour retrouver l'adresse d'un ancien évacué civil, dont le nom n'a pas été divulgué, qui aurait été blessé lors des événements de mars 1944. La demande a été signalée pour un examen plus approfondi, mais le dossier a été consulté à nouveau sous le même nom 2 jours plus tard par une personne inconnue. Quelqu'un d'autre était au courant de l'enquête d'Héloïse et avait cherché à la suivre. Miss Marple plia la lettre et la mit de côté. Le tableau devenait plus clair à présent, même si ses contours les plus aigus restaient cachés, derrière un voile de peur, de fierté et de culpabilité.
Plus tard dans la matinée, elle a rencontré l'agent Redding sur Ivy Lane, alors qu'il sortait du numéro 4, le cottage toujours fermé de Miss Harding. Nous n'avons rien trouvé de nouveau à l'intérieur, a-t-il rapporté. Toujours aucun signe d'entrée forcée, et rien d'autre ne manque visiblement, aucun signe de départ non plus. Si elle est partie volontairement, elle a appris très peu de choses. Miss Marple hocha la tête. Vous avez contacté les gares, Arlington et Melford, oui, aucune trace d'elle, mais les lignes locales ne vérifient pas soigneusement les billets. Elle aurait pu partir en voiture ou même à pied si elle avait été récupérée à proximité. Recueillie, répéta doucement Miss Marple. Oui, c'est peut-être exactement ce qui s'est passé. Elle se tourna vers lui. Il y a encore un endroit où nous devons chercher. À midi, Miss Marple était assise à côté de l'agent Redding dans la voiture de police, alors qu'il se dirigeait vers le sud en direction de West Halford, un paisible village côtier du Dorset, d'où provenaient les registres des volontaires de guerre, et où Eloise Harding avait passé un printemps amer à travailler côte à côte avec Vera Cresswell et Dorothy Lamb. Le trajet a duré près de 2 heures, serpentant à travers des collines tachetées de vert précoce. À mesure qu'on approchait du village, les maisons vieillissaient, les haies s'élevaient. Ils passèrent devant un avant-poste militaire abandonné, doté d'une clôture losangée rouillée, maintenant entremêlée de vignes. Le panneau disait « Dépôt de transport civil, fermé au public ». West Halford, elle-même était une ville endormie, gercée par le vent, surplombant la mer, ses fenêtres embuées de sel, ses rues étroites et courbées par le souvenir. Leur premier appel a été au domicile de Miss Lillian Earnshaw, aujourd'hui à la retraite, vivant tranquillement avec un chat nommé George et un penchant pour les bonbons bouillis. « Je me souviens d'Héloïse, » dit-elle après les avoir invités, « et Vera, et la petite Dorothy Lamb. Ils étaient tous stationnés ici pendant plusieurs mois. De longues journées, du mauvais temps, des pénuries constantes. Héloïse était toujours correcte, exigeante, mais profondément empathique. On pouvait dire qu'elle voyait tout. Miss Marple se pencha en avant. « Il y a eu un incident, n'est-ce pas? Un patient a failli mourir ?» L'expression de Miss Earnshaw se durcit. « Oui, un jeune évacué d'une quinzaine d'années, blessé pendant le transport, blessure à la tête. Il y avait une confusion sur la responsabilité. Le dossier était censé être examiné, mais il a ensuite disparu. On nous a dit de le laisser tomber. »« Et le garçon ?» demanda Redding. « Il a finalement survécu, mais pas indemne. Il avait des pertes de mémoire. Je pense qu'il a ensuite été envoyé dans une maison de convalescence. Je ne me souviens pas de son nom, mais je me souviens qu'Héloïse se sentait personnellement responsable. Elle a écrit une lettre à la maison pour s'enquérir de son rétablissement. » Miss Marple absorba cela tranquillement. « Savez-vous s'il est resté dans le Dorset ?» Miss Earnshaw fronça les sourcils, réfléchissant. « Peut-être. Je me souviens que quelqu'un avait dit que le garçon avait changé de nom plus tard. Adopté, peut-être. » Miss Marple échangea un regard avec l'agent Redding. Les fils commençaient à se nouer. Ils sont partis peu de temps après avoir pris le nom de la maison de convalescence et les indications pour se rendre dans une bibliothèque d'archives voisine, où, a déclaré Miss Earnshaw, d'anciens bulletins d'information et correspondances personnelles étaient parfois stockés. Là, dans une arrière-salle poussiéreuse remplie de brochures reliées sur la guerre, Miss Marple a trouvé ce dont elle avait besoin. Un court bulletin, daté de mai 1945, de la fiducie de convalescence du Dorset. Nos sincères remerciements à Mademoiselle Eloise Harding pour son intérêt continu pour le bien-être du jeune maître F, dont le rétablissement après l'accident de mars 1944 a été lent mais régulier. Son déménagement au Finchley Home for Civilian Youths s'est déroulé sans problème. Il envoie ses salutations et un dessin de remerciement représentant un oiseau et une fleur. Miss Marple retraça la minuscule illustration, rudimentaire, mais sérieuse, un oiseau, une perruche. Elle se pencha plus près. Au bas de la page, l'enfant avait griffonné un nom, Pierre.
Ce soir-là, de retour à St. Alderston, Miss Marple retourna au domicile des Country et demanda à parler avec Peter, le jeune petit-fils de la maîtresse de poste qui aidait aux livraisons. Le garçon, nerveux mais curieux, entra dans le couloir. « Peter, dit-elle gentiment, puis-je vous demander où vous avez pris les lettres que je vous ai données hier ?» Il cligna des yeux. « Aux adresses que vous avez indiquées. »« Tous ?» Il hésita. « Eh bien, je veux dire, j'ai pris les 4 premiers. Mais pour le dernier, il fit une pause. J'ai vu Madame Lamb dans le magasin juste au moment où j'étais sur le point de partir, et je ne voulais plus repasser devant le presbytère. Alors je le lui ai donné moi-même. Dans le magasin, Peter hocha la tête. Elle a dit qu'elle en avait déjà entendu parler, qu'elle n'avait pas besoin de venir. Miss Marple hocha doucement la tête. « C'est très bien, chérie. Tu as fait de ton mieux. » Elle quitta la maison et descendit lentement Ivy Lane, passant devant le numéro 4, où les volets pendaient toujours comme des yeux fermés. Puis elle a continué jusqu'au petit cottage à la lisière du village où vivait Dorothy Lamb, et a frappé une fois. Aucune réponse. Elle frappa encore. Toujours le silence. La 3e fois, la porte s'ouvrit en grinçant. Débloquée. Miss Marple hésita, puis entra. L'air était calme. Le salon soigné, mais les rideaux étaient tirés en plein après-midi et le poêle était devenu froid. Sur la table se trouvait une lettre pliée adressée d'une écriture précise et inclinée à Miss Jane Marple. Si vous venez la chercher, la chaumière. Était silencieuse et l'air à l'intérieur était calme, comme on en trouve après une tempête ou avant une autre. Miss Marple franchit légèrement le seuil de la maison de Dorothy Lamb, sa main s'arrêtant sur la lettre pliée posée sur la table. Le papier était épais, les bords nets, comme soigneusement préparés. Son nom était écrit d'une main ferme et expérimentée. À Miss Jane Marple. Devriez-vous venir la chercher? Miss Marple s'assit lentement et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, la lettre disait « Chère mademoiselle Marple, au moment où vous lirez ceci, je serai partie. Je ne sais pas encore où, mais ce doit être assez loin d'Ivy Lane et de ce que j'étais autrefois. Vous aviez raison, bien sûr, à propos de tout, sur les enquêtes d'Héloïse, sur le passé que nous avons tenté d'enterrer, sur la culpabilité qui ne s'efface jamais vraiment. Elle a essayé de faire la paix, à sa manière rigide et tragique. Elle voulait que la vérité soit connue, même si cela signifiait nuire à des réputations ou attiser des fantômes qui avaient depuis longtemps élu domicile dans notre vie quotidienne. Je ne l'ai pas arrêtée, mais je ne l'ai pas aidée non plus. Ce qui s'est passé à West Halford n'était pas seulement un transport mal géré, c'était un moment qui nous a divisés. Vera se figea. J'ai menti. Héloïse s'en voulait. Et ce garçon, celui aux yeux pâles et à la voix cassée, a payé tout cela d'une manière que nous n'avons jamais complètement comprise. Je pense que c'est ce qui l'a finalement brisé, le retrouver. Retracer son parcours à travers les archives, apprendre qu'il avait toujours été ici, sous notre nez. Pierre, le garçon du magasin, le garçon avec le dessin de la perruche et la résilience tranquille. Elle a tout vu, et peut-être qu'au cours de ce dernier mois, elle a enfin compris à quel point nous l'avions tous laissé tomber. Elle ne me l'a jamais dit directement. Mais je pouvais le voir dans ses yeux lorsqu'elle m'a demandé de prendre le thé la semaine précédant sa disparition. La façon dont elle touchait sans cesse l'enveloppe sur la table, la façon dont elle hésitait lorsqu'elle évoquait le Nouveau Testament. Elle avait déjà pris sa décision. Je voulais seulement la retarder, protéger Vera, protéger le village et, oui, me protéger moi-même. Mais dès que j'ai vu cette enveloppe portant le sceau de son avocat, j'ai paniqué. Je l'ai brûlée. La volonté, l'aveu. Les pages soigneusement écrites destinées à nettoyer toute une vie. Je les ai brûlées dans mon foyer la nuit même. Je ne l'ai jamais touchée. Je le jure. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Et si vous êtes venu ici, vous soupçonnez peut-être déjà qui. Sincèrement, Dorothée Agneau Miss Marple plia soigneusement la lettre,
son visage calme, mais ses yeux lourds de réflexion. Elle prit une profonde inspiration, se leva et regarda une fois de plus la pièce calme. L'air portait encore un léger parfum de lavande et de cendre, une trace, peut-être, de la dernière demeure de l'enveloppe. Elle quitta la maison et retourna vers le village à pas mesurés, la pluie s'étant transformée en une brume grise le long des toits. Ivy Lane se sentait plus calme que d'habitude, comme si elle la regardait. Elle passa devant le numéro 4, la maison d'Éloise Harding, où aucune lumière ne brillait aux fenêtres et où le rosier devant la maison recommençait à bourgeonner. Inconscient des secrets enfouis dessous, de retour dans son propre cottage, elle plaça la lettre de Dorothy dans la boîte en laiton aux côtés des autres. La boîte, avec son contenu silencieux de chagrin, de regret et de rédemption, semblait plus lourde que jamais. Il y avait encore une lettre à écrire. Ce soir-là, Miss Marple a envoyé un message au gendarme Redding. Elle lui a demandé à lui rendre visite demain matin, sans urgence, mais avec la promesse que sa visite éclairerait plus d'une douzaine d'entretiens et 2 fois plus de questions. Puis elle a écrit 2 brèves invitations, l'une à Camilla Gray, l'autre à Vera Cresswell, leur demandant de la rejoindre pour le thé le lendemain à 3h30. Pas de préambule, aucune explication. Seulement le nom de Miss Marple et l'autorité discrète qu'il portait. Lorsque l'heure dite arriva, le soleil avait légèrement émergé derrière un voile de brume, projetant un or pâle sur les rideaux de dentelle du salon de Miss Marple. La table était mise, la bouilloire chaude et la boîte en laiton placée bien en évidence, mais poliment à côté du plateau à thé. Camilla arriva la première, le visage pâle mais posé, ses cheveux tirés en arrière, avec un léger écho de précision militaire. Elle salua Miss Marple avec une douce politesse, puis prit place sur le canapé fleuri. Vera entra 5 minutes plus tard, vêtue d'un manteau gris tourterelle et de gants qui ressemblaient au plus à une armure qu'à de la chaleur. Miss Marple versa, le thé et passa les biscuits. Elle laissa le tintement des tasses remplir le silence avant de commencer. « Je voulais vous remercier tous les deux pour votre honnêteté, » dit-elle doucement. « Dans ces domaines, le silence est souvent plus facile, mais rarement plus doux. » Aucune des 2 femmes n'a répondu. Camilla regardait son thé. Le regard de Vera se tourna vers la boîte en laiton. Continua Miss Marple. Dorothy Lamb a quitté le village. Elle a laissé derrière elle des aveux, non pas de violence, mais de peur. Elle a détruit la lettre qu'Éloise a écrite pour accompagner son testament, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne lui a pas fait de mal. Camilla leva brusquement les yeux. « Alors qui l'a fait ?»« Je crois, » dit doucement Miss Marple, « que Miss Harding n'est pas morte. » Un silence tomba sur la pièce. Elle a disparu délibérément. Elle a quitté la maison, probablement à la tombée du jour avec un sac rempli et Shelley l'oiseau. Elle voulait nous faire croire qu'elle avait été enlevée. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de son silence pour parler plus fort que ses paroles ne le pourraient jamais. « Mais où irait-elle » demanda Vera. Elle n'avait personne, pas de famille, pas d'amis à l'extérieur. Elle avait une destination, dit Miss Marple d'une voix presque tendre, et une raison, pour retrouver le garçon. Peter. Le visage de Camilla se détendit. Le garçon de la lettre? Oui, il est ici, au village. Vous lui avez parlé? Vous l'avez vu, sans savoir qui il était. L'enfant dont la vie a failli se terminer par un moment de chaos. L'enfant qu'Héloïse n'a pas réussi à protéger. Et l'enfant qu'elle espérait dans son dernier acte de contrition honorée. Vera se leva. Tu veux dire qu'elle est vivante? Tout cela, ce mystère, cette panique, cette culpabilité, nous nous sommes tous déchirés. Parce qu'elle le voulait, dit calmement Miss Marple. Pas par cruauté, mais pour être sûr que vous vous êtes tous réellement examinés, pas seulement pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous n'avez pas fait. Et vous approuvez. Cela, demanda Vera en élevant la voix, qu'elle devrait manipuler tout le monde comme ça, disparaître et laisser nous croire. Elle ne voulait pas être pleurée, a déclaré Miss Marple. Elle voulait être comprise.
et disparaître était le seul moyen de se faire entendre. Vera s'assit lentement, comme si le poids de tout s'était enfin posé sur ses épaules. Camilla parla ensuite, sa voix fragile. « Est-ce qu'elle reviendra ?» Miss Marple secoua la tête. « Je ne crois pas qu'elle le fera. Ses affaires ont été réglées, dans tous les sens. L'avocat a reçu une deuxième copie du testament par courrier cette semaine. Il vous désigne tous les deux comme héritiers partiels. Elle a laissé des instructions pour que le chalet soit vendu et que les bénéfices soient partagés. » Camilla cligna des yeux. Alors elle a tout planifié. « Attention, » dit Miss Marple, comme c'était sa manière. Vera regarda vers la fenêtre, où la lumière de l'après-midi filtrait à travers la dentelle. « Je pensais que j'en avais fini d'être en colère contre elle, » a-t-elle déclaré. « Mais maintenant, j'ai l'impression de la connaître à peine. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est le problème de la vérité, Miss Creswell. Nous la reconnaissons rarement jusqu'à ce qu'elle se démarque de tout le reste. » Elle attrapa la boîte en laiton et la posa doucement devant eux. « Vous avez tous, les deux, le droit de lire ce qu'elle a laissé derrière elle. Mais je vous demanderai seulement ceci, que vous ne lisiez pas pour juger, lisez pour comprendre. » Ils n'ont pas ouvert la boîte tout de suite. Au lieu de cela, ils restèrent assis en silence, chacun évaluant la forme d'une femme qu'ils pensaient avoir connue, sa rigueur, ses silences, ses contradictions. Et maintenant, enfin, sa grâce tranquille et décisive. Dehors, le vent agitait les haies et emportait avec lui les premières senteurs du printemps. Eloise Harding n'avait pas demandé pardon. Elle avait cherché le souvenir. Et dans le village de Saint Alderstone, elle ne sera pas oubliée. Les jours qui suivirent se passèrent dans un curieux calme à Saint Alderstone, comme si le village, après avoir passé des semaines à se préparer à une tragédie, devait maintenant se recalibrer pour une vérité plus difficile. Qu'aucun décès n'était survenu, mais qu'une vie avait, à sa manière, pris fin. Eloise Harding était partie. Pas assassinée, pas enlevée, pas enterrée sous un if ou enfermée dans une armoire sinistre. Partie de ses propres mains, non pas dans la violence, mais dans un retrait prudent. Un acte en voie de disparition avec un poids moral et une profonde délibération. Et peut-être, comme Miss Marple le soupçonnait depuis le début, un acte de transformation plus qu'une fuite. La nouvelle du testament parvint au village en quelques jours. L'avocat, un homme précis avec des lunettes prudentes et un respect, évident pour la prévoyance d'Héloïse, a confirmé que les documents avaient été reçus par courrier, signés et attestés, conformément aux exigences légales. Les témoins, d'anciens employés de Harlington, ont vérifié que la date de signature était le matin même de la disparition d'Éloise. Le cottage du numéro 4 devait être vendu et les bénéfices seraient répartis à parts égales, entre Camilla Gray et Vera Creswell, avec une modeste somme allouée à l'église du village pour l'entretien de sa salle de lecture, un endroit qu'Éloise fréquentait tranquillement depuis des années. Les fonds restants étaient destinés à un jeune anonyme, confié aux soins du village, une fiducie devant être gérée discrètement par l'avocat jusqu'à ce que le jeune atteigne la majorité. Aucun nom n'était répertorié, mais Miss Marple le savait. L'agent Redding aussi. Et peut-être que, même s'il ne disait rien, Peter Cantry lui-même en faisait autant, qui commençait à arriver plus tôt chaque matin au bureau de poste et y restait plus longtemps, sans poser de questions, sans faire de commentaires, fixant simplement de temps en temps la place du village avec un air bien plus vieux que son âge. Dorothy Lamb n'est pas revenue. Son chalet a été vidé par un cousin de Cornwall, qui a dit à l'épouse du révérend que Dorothy avait écrit une courte lettre disant qu'elle avait besoin d'un endroit sans ombre. Personne n'a insisté davantage sur la question. À Saint Alderstone, il était entendu que certains passés étaient trop étroitement liés pour être décousus en public. Camilla Gray est restée 15 jours après la lecture du testament. Elle a visité le chalet une fois, brièvement, et est repartie avec une petite boîte en bois et une enveloppe remplie de vieilles photographies. Elle a refusé de prendre des meubles ou des ornements,
Lorsqu'on lui a demandé, elle a répondu « Les affaires d'Héloïse devraient appartenir à ce village. Je voulais seulement une photo d'elle quand elle était jeune. » Vera Cresswell est partie plus tôt, prenant le premier train 2 jours après la fin des formalités légales. Elle n'a laissé aucune adresse de réexpédition et a rendu la clé de sa maison d'hôte avec une seule ligne écrite au dos d'un reçu. Elle savait qui nous étions, peut-être mieux que nous. Miss Marple, comme toujours, est revenue à ses rythmes. Le jardin, son tricot, le thé avec la femme du vicaire et la douce observation d'un monde oscillant toujours entre le banal et l'extraordinaire. Et pourtant, dans son salon bien rangé, la boîte en laiton restait, désormais vide mais non jetée. C'était devenu une sorte de reliquaire, non pas de preuve, mais de sens. Chaque lettre qui s'y trouvait autrefois avait fait son travail, non pas en convainquant, mais en éclairant. L'agent Redding est arrivé un après-midi, chapeau à la main, les joues légèrement roses à cause de la brise. « Pas de charge donc », a-t-il déclaré. « Pas contre Dorothy, pas contre n'importe qui. » Miss Marple hocha la tête. « Il n'y a pas de crime à poursuivre, monsieur Redding. Seulement une blessure à guérir. »« Et les blessures, a-t-elle ajouté, ne cicatrisent pas toujours là où la peau a été cassée. » Il la regarda, les sourcils froncés. « Croyez-vous vraiment qu'elle est partie de son plein gré ?»« Je crois, » a déclaré Miss Marple, « qu'elle a compris quelque chose à propos des gens que la plupart d'entre nous préfèrent ne pas comprendre. Que nous portons nos plus jeunes avec nous, et parfois, pour vivre honnêtement, nous devons enterrer ces versions tranquillement. » Il resta silencieux un moment, comme s'il essayait de saisir quelque chose hors de sa portée. « Elle ne m'a jamais dit au revoir, » murmura-t-il. « Non, » dit Miss Marple, mais elle a dit ce qui comptait. Dans les semaines qui suivirent, le village retrouva sa douce routine. Au Rose and Laurel, Madame Mortimer a repris le débat sur les scones qui montaient le mieux. Ceux à base de crème ou de beurre. La femme du vicaire reprit son combat contre le mildiou dans les parterres de fleurs. Les jumeaux Finch ont commencé à répéter pour le tableau du 1er mai. Ce n'est que dans les regards discrets échangés près d'Ivy Lane que quelque chose avait changé. Tout le monde ne connaissait pas toute l'histoire, et ce n'était pas nécessaire non plus. Le village, tel une bonne tapisserie, contenait à la fois le motif et les points cachés. Miss Winifred Lane, pour sa part, semblait plus contemplative qu'auparavant. Lors d'un thé du dimanche, elle a avoué à Miss Marple « Je pense que j'ai mal jugé Éloise. Je pensais qu'elle avait froid. » Mais elle attendait seulement le bon moment pour faire quelque chose de chaud. Miss Marple sourit. « Les jugements sont comme des graines. Il est préférable de ne pas les planter en hiver. » C'est par un doux mardi d'avril que Miss Marple s'est promenée aux abords du village, où les champs s'ouvraient doucement et où les arbres formaient un tunnel de verdure, au printemps. Elle ne portait ni sac ni carnet, ni préoccupation pressante, seulement une petite enveloppe glissée dans son manteau. Elle atteignit le pont ferroviaire, où Peter Cantry était assis seul sur le rebord de pierre, jetant de petits cailloux. Dans le fossé en contrebas, il se tourna alors qu'elle approchait. « Mademoiselle Marple, je pensais que je pourrais te trouver ici. » Elle lui tendit l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, mais quelque chose me dit qu'elle était destinée à toi. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un dessin, des traits, 2 crayons délavés sur un carré de papier jauni. Un oiseau en cage, la porte ouverte. Une seule fleur à côté, et un message « À Peter, avec espoir, vous avez été vu. E.H. » Peter le regarda fixement, clignant rapidement des yeux. Miss Marple était assise à côté de lui. Ils n'ont pas parlé pendant un moment. Les oiseaux chantaient dans la haie. Le monde, plein de bruit, leur a offert un moment de paix. Elle ne me devait rien, dit finalement Peter. Non, dit Miss Marple. Mais elle crut elle l'a fait, et parfois c'est plus fort que n'importe quelle obligation. Il hocha la tête, les yeux rivés sur le dessin. Pensez-vous qu'elle est heureuse, Miss? Marple a pensé à cela, au silence, à la paix, et au début qui naissent des fins. Je pense, dit-elle, qu'elle est enfin quelque part où elle n'a pas besoin de s'expliquer. De retour au village,
Le cottage du numéro 4 était en train d'être repeint par un jeune couple de Harlington. Un nouveau nom serait ajouté à la porte. Une nouvelle histoire allait commencer. Mais le rosier est resté. Elle refleurirait en juin tranquillement et sans témoin. Et Miss Marple, assise sous sa propre clématite rampante, souriait faiblement, sachant que dans chaque disparition, il y a aussi une forme d'arrivée. Parfois, ce qui disparaît ne disparaît que pour être rappelé plus clairement. Et parfois, résoudre un mystère ne consiste pas à rétablir l'ordre, mais pour comprendre pourquoi c'est important.